Le garçon aveugle se tenait seul dans la cour de l'école, les doigts traçant le vide, pendant que les autres enfants chuchotaient et détournèrent le regard, jusqu'à ce qu'elle s'approche. Une fillette frêle aux yeux creusés, et qu'elle choque tout le monde en lui frottant du savon sur le visage. Son cri perça l'air, puis le silence tomba. Il cligna des yeux, et pour la première fois, il vit vraiment. D'où regardez-vous cette histoire incroyable? Dites-le dans les commentaires et abonnez-vous pour d'autres récits miraculeux qui toucheront votre cœur. Nathan Moreau ne voyait pas les visages des autres enfants, mais il sentait leur regard brûler sur lui. À 7 ans, il avait déjà maîtrisé l'art de reconnaître le rejet sans avoir besoin de ses yeux pour le confirmer. Son professeur particulier avait assuré qu'il était prêt pour l'école publique, et son père, toujours en quête de normalité pour son fils, avait accepté avec enthousiasme. « Les enfants, s'il vous plaît, accueillez Nathan dans notre classe », annonça Madame Benet avec une gaieté forcée. « Il aura besoin d'un partenaire pour notre projet artistique en plein air aujourd'hui. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Nathan serra plus fort ses crayons spéciaux, les jointures de ses doigts blanchissants. « Je veux bien, madame », dit enfin une petite voix. Elle appartenait à Émilie Laurent, la fille dont les vêtements étaient toujours propres mais usés, dont le déjeuner était modeste mais toujours partagé, la même petite qu'on voyait souvent absente à cause de ses mystérieuses visites médicales, comme disait prudemment Madame Benet. De l'autre côté de la rue, assis dans sa Citroën noire au chauffeur, Robert Moreau observait à travers la vitre teintée son fils conduit par une fillette minuscule aux cheveux coupés courts jusqu'à un coin d'herbe du jardin d'école. Le chauffeur toussota. « Monsieur, votre visioconférence commence dans 15 minutes. »« Annulé, » répondit Robert sans le quitter des yeux. Quelque chose me dit que ce jour est différent. Sur la pelouse, Émilie disposa le matériel de dessin de Nathan avec une efficacité surprenante. « Je m'appelle Émilie. Je ne dessine pas très bien, mais toi, je parie que si. »« Je ne peux pas voir ce que je dessine, » répondit Nathan d'une voix plate. « Alors ?» Beethoven n'entendait pas sa musique, et maman dit que c'est le meilleur musicien de tous les temps. « C'est qui Beethoven ?» demanda Nathan. Émilie rit doucement. « Un musicien sourd, un peu comme toi, un artiste aveugle. Je ne suis pas un artiste. Pas avec cet état d'esprit, » lança-t-elle d'un ton qui semblait plus sage que ses 7 ans. Quelque chose dans sa voix fit sourire Nathan pour la première fois de la journée. Ils s'assirent ensemble. Émilie décrivait le paysage et Nathan essayait de le reproduire à partir de ses mots. De loin, Madame Benet les regardait, ravie, et prit une photo pour la lettre d'information de l'école. Le fils aveugle du milliardaire et la petite boursière malade. Un symbole parfait de l'école inclusive. Puis tout arriva soudainement. Émilie, silencieuse, observait Nathan lutter avec son dessin. Sans prévenir, elle sortit de sa poche un petit savon d'hôtel, un luxe qu'elle gardait précieusement, cadeau rapporté du travail de sa mère comme femme de chambre. « Maman dit que c'est un savon spécial, » murmura-t-elle. « Il vient de Paris. Il aide les gens à voir la beauté. » Avant que Nathan ne puisse répondre, elle cracha dessus, fit mousser, puis bondit vers lui et frotta la mousse sur ses paupières fermées. Nathan hurla. Les enseignants accoururent. Robert Moreau jaillit de sa voiture. « Qu'as-tu fait ?» cria Madame Benet en arrachant la fillette. Nathan tomba en arrière, se frottant frénétiquement les yeux brûlants. « Ça fait mal. » Robert atteignit son fils au moment où la sécurité immobilisait Émilie. « Appelez une ambulance » rugit-il. Mais soudain, Nathan se figea. Ses mains se baissèrent lentement. Ses paupières battirent. « Papa » murmura-t-il. « Je crois que je vois des ombres, des formes. » Dans le chaos qui suivit, les sirènes, les appels aux spécialistes, la frénésie des journalistes, personne ne remarqua Émilie s'effondrer doucement derrière la foule, sauf Robert, qui, serrant son fils dans ses bras,
aperçut la petite fille qu'on emmenait, molle comme une poupée de chiffon. « Obtenez son nom », ordonna-t-il à ses agents de sécurité. « Et tout ce qu'il y a à savoir sur elle. » Le couloir de l'hôpital Necker brillait sous les néons, tandis que des spécialistes en blouse blanche se penchaient sur les scanners de Nathan. Robert faisait les 100 pas, ses chaussures italiennes résonnant sur le sol poli. « Monsieur Moreau », murmura une infirmière en s'approchant, « votre fils demande à voir la petite fille. » Robert s'arrêta. « Quelle petite fille? Celle de l'école. Il répète qu'il veut la remercier. » La mâchoire de Robert se crispa. Son équipe juridique lui avait déjà conseillé de porter plainte. Agression, mise en danger d'un mineur, mais quelque chose au fond de lui l'en empêcha. Une coïncidence aussi extraordinaire méritait une enquête, pas une poursuite. « Monsieur », rappela doucement l'infirmière. « Où est-elle maintenant ?» demanda Robert Moreau. « En oncologie pédiatrique, au 5e étage. » Elle hésita, baissant la voix. « Monsieur, son état est très préoccupant. » Le mot oncologie frappa Robert comme un coup physique. Le teint pâle, les bras maigres, les absences répétées à l'école. Soudain, tout prit un sens terrible. Pendant ce temps, dans la chambre de Nathan, le garçon découvrait le monde comme jamais auparavant. La lumière lui faisait mal, mais il ne pouvait s'empêcher de regarder. Les couleurs l'envahissaient. Le bleu de sa blouse, le beige des murs, l'argenté des instruments médicaux. Cela s'appelle l'amorose congénitale de Leber, expliqua le docteur Harrison à Robert à son retour. L'état de Nathan a toujours été atypique. Le mélange savonneux a provoqué une modification temporaire dans la structure des protéines de ses cellules rétiniennes. Ce n'est pas une guérison, mais c'est sans précédent. « Cela va durer ?» demanda Robert, la voix trahissant une vulnérabilité rare. « Impossible à dire », répondit le médecin. « Mais nous aimerions reproduire les mêmes conditions exactes, y compris la salive de l'enfant. Il pourrait y avoir des enzymes. » « Elle s'appelle Émilie », interrompit Robert. « Et elle a un cancer. » Le visage du docteur se figea. « Cela complique les choses. » Robert prit alors une décision. « Je veux son dossier médical. Je veux tout savoir. » « Monsieur Moreau, les lois sur la confidentialité hospitalière. » « J'y ferai le nécessaire, » coupa Robert d'un ton ferme. « Mes avocats s'en occuperont dès aujourd'hui. » Dans le service d'oncologie, Émilie était recroquevillée sur le côté, sa mère Sarah Laurent somnolant sur une chaise inconfortable. La petite chambre, modeste mais lumineuse, était décorée de cartes faites à la main par ses camarades. À 7 ans, Émilie comprenait déjà bien trop de choses sur sa propre maladie. « Maman », chuchota-t-elle en réveillant Sarah, « je crois que j'ai des ennuis. » Sarah caressa doucement ses cheveux. « Non, ma chérie. Madame Bennet a compris après que je lui ai parlé. Tu voulais juste aider. »« Pas ça, » murmura Émilie, la voix tremblante. « La magie n'a pas duré assez longtemps. Je voulais qu'il voie plus longtemps. » Les larmes montèrent aux yeux de Sarah. Sa fille, qui affrontait sa propre mort, s'inquiétait pour un garçon qu'elle venait à peine de rencontrer. Un coup à la porte interrompit la mère. Elle s'ouvrit sur Robert Moreau, imposant dans son costume sur mesure. « Madame Laurent, dit-il en tendant la main, je suis Robert Moreau, le père de Nathan. » Sarah se leva précipitamment, arrangeant ses vêtements froissés. « Monsieur Moreau, je suis désolé pour ce qu'Émilie a fait. Elle ne comprend pas toujours. Mon fils peut voir, » déclara Robert simplement. « Pour la première fois de sa vie. Les médecins ne savent pas combien de temps cela durera, mais en ce moment, ils voient. » Un silence pesant suivit, rythmé seulement par le bip des moniteurs. « Je veux aider Émilie, » ajouta Robert. « Quoi qu'il lui faille, les meilleurs traitements, les spécialistes, tout. » Sarah se raidit. « Nous n'avons pas besoin de charité, monsieur Moreau. » « Ce n'est pas de la charité, » répondit Robert, la voix légèrement brisée. « C'est de la gratitude. »
De son lit, la petite voix d'Émilie s'éleva. « Nathan voit vraiment? Pour de vrai ?» Robert s'approcha d'elle, s'agenouillant pour être à sa hauteur. « Oui, » dit-il doucement. « Il m'a dit que la première chose qu'il veut voir vraiment, c'est toi. » Le visage fatigué d'Émilie s'illumina. « Je peux le voir, moi aussi ?» Soudain, les moniteurs s'affolèrent. Sarah appuya sur le bouton d'appel. « Sortez !» cria-t-elle. « Sortez, je vous en prie !» Le personnel médical se précipita. Robert recula contre le mur, horrifié, tandis que la petite fille se tordait de convulsions sur le lit. Une infirmière le poussa vers la sortie, mais avant que la porte ne se referme, il entendit la voix grave du médecin. « 3 mois, pas plus. » Victoire Moreau reposa sa tasse de thé avec une précision glaciale, la porcelaine émettant un léger clink contre la soucoupe. Les mots de son mari flottaient encore entre eux, brisant la tranquillité du petit déjeuner dans le salon oriental de leur manoir de Neuilly. « Tu veux quoi ?» demanda-t-elle d'un ton mesuré, celui qu'elle maîtrisait à la perfection depuis 20 ans de mondanité. « Payer son traitement », répéta Robert, sans lever les yeux des dossiers médicaux étalés devant lui. « Les meilleurs oncologues, des thérapies expérimentales, tout ce qu'il faudra. » Pour une enfant qui a agressé notre fils, la voix de Victoire trembla légèrement. Pour l'enfant qui lui a donné la vue, répliqua Robert. Nathan, assis au bout de la table, restait silencieux derrière ses lunettes spéciales. Depuis son retour de l'hôpital, il parlait peu, submergé par le flot de sensations d'un monde qu'il n'avait connu qu'à travers le toucher et le son. « Je veux revoir Émilie, » dit-il soudain. Victoire lança à son mari un regard accusateur. « Nathan, mon chéri, cette petite fille est très malade. Et ce qu'elle a fait était dangereux. Elle aurait pu te rendre aveugle à jamais. »« Mais elle ne l'a pas fait, » répondit Nathan avec la logique simple d'un enfant. « Elle m'a fait voir. » À cet instant, le majordome entra discrètement. « Monsieur, madame, monsieur Dupont est arrivé. » Henri Dupont, père de Victoire et patriarche vieillissant d'une dynastie bancaire parisienne, avait insisté pour venir dès qu'il avait appris la nouvelle. « Où est mon petit-fils ?» tonna Henri Dupont, entrant dans la pièce avec une vigueur surprenante pour ses 70 ans. Il s'arrêta net en voyant Nathan porter des lunettes. « Mon Dieu, c'est donc vrai !» Nathan se tourna vers la voix de son grand-père. « Papy, tu as l'air plus vieux que je ne pensais. » Un rire surpris échappa à Henri. « Petit insolent. » Puis il reprit son sérieux et s'adressa à Robert. « Raconte-moi tout, les journaux parlent d'un miracle. » Pendant que Robert expliquait, Victoire tira son père à l'écart. « Il veut dépenser des millions pour le traitement de la fillette, » chuchota-t-elle avec inquiétude. L'expression d'Henri s'assombrit. Les actions de la société réagissent déjà à ce cirque. La dernière chose dont nous avons besoin, c'est que Robert se prenne pour un sauveur de cas sociaux. Pendant ce temps, dans un petit appartement modeste à l'autre bout de Paris, Sarah Laurent rangeait les peluches préférées d'Émilie. L'hôpital était devenu leur seconde maison, mais cette nouvelle admission paraissait différente, plus grave, plus définitive. « Est-ce que je verrai Nathan aujourd'hui ?» demanda faiblement Émilie depuis son lit. Sarah s'interrompit. « Chérie, il faut qu'on se concentre sur ton traitement maintenant. » « Mais je lui ai promis de lui montrer les vraies couleurs, » insista Émilie. « Il ne connaît même pas encore le violet. » Sarah ravala ses larmes. « Émilie !» Un coup à la porte interrompit la conversation. Sarah ouvrit et découvrit une femme austère, vêtue d'un tailleur élégant. « Madame Laurent, je représente la famille Moreau. Puis-je entrer ?» Sarah hésita, puis la laissa passer. La visiteuse inspecta l'appartement exigu avec une politesse froide. « Monsieur Moreau est disposé à couvrir tous les frais médicaux de votre fille, » annonça-t-elle d'un ton professionnel en ouvrant sa mallette. Ces documents détaillant l'accord, accès complet aux traitements expérimentaux, chambre privée, soins à domicile, si nécessaire.
Sarah parcourut les papiers avec incrédulité. « C'est beaucoup trop. » « Il y a des conditions » poursuivit la femme. « Aucune presse, aucun réseau social, une discrétion totale. » Émilie apparut dans l'embrasure de la porte, frêle silhouette dans son pyjama préféré. « Vous êtes la maman de Nathan ?» demanda-t-elle timidement. La femme se raidit. « Non, je travaille pour sa famille. »« Ah, et quand est-ce que je peux le voir ?» Avant qu'elle ne réponde, Sarah intervint rapidement. « Émilie, cette dame ne fait que déposer des papiers, elle est très occupée. » « En réalité, » dit la femme en consultant son téléphone, « Monsieur Moreau aimerait que vous ameniez Émilie à l'Institut Moreau cet après-midi. Il a organisé une consultation avec le docteur Collins. » Sarah écarquilla les yeux. « Jacques Collins, l'oncologue ?»« Oui, et Nathan sera là aussi, » ajouta la femme, laissant percer une once d'émotion. « Il insiste beaucoup pour la voir. » Lorsque la représentante quitta l'appartement, Sarah s'effondra sur le canapé, les documents serrés dans ses mains tremblantes. L'aide venait d'une source inattendue, mais elle ne pouvait s'empêcher d'avoir le sentiment qu'elle s'accompagnait de filles invisibles. De l'autre côté de la ville, Robert affrontait la double opposition de son épouse et de son beau-père. « Il ne s'agit pas seulement de cette fillette », insista-t-il. « Sa salive contient quelque chose qui a influencé la condition de Nathan. Les médecins veulent l'étudier. » « Alors prends quelques échantillons et tourne la page », répliqua Henri froidement. « Ne traîne pas cette famille dans un spectacle de charité. »« Ce n'est pas de la charité, » dit Robert. « C'est de la folie, » coupa Victoire. « Le conseil d'administration est déjà nerveux à cause de tes projets personnels. Cela peut ruiner notre réputation et la société avec. » Robert se tourna vers son fils, qui se tenait près de la fenêtre, émerveillé devant le jardin qu'il n'avait jusqu'ici connu qu'au toucher. « Nathan, » appela-t-il doucement, « que vois-tu » Le garçon se retourna, un sourire illuminant son visage. « Tout, papa, je vois tout. » Robert fixa alors sa femme et son beau-père avec une détermination nouvelle. « J'aiderai cette fille, avec ou sans votre accord. » Le visage d'Henri se ferma. « Alors, tu le feras sans mon soutien et sans les fonds de la société. »« Très bien, » répondit Robert en se levant. « J'utiliserai ma fortune personnelle. »« Cette obsession nous détruira, Robert !» cria Victoire, tandis qu'il quittait la pièce. Mais il ne se retourna pas. Dans sa poche, son téléphone vibra. Un message du docteur Collins. « Je suis arrivé à l'Institut. La bataille pour la vie d'Émilie Laurent venait de commencer. » L'Institut médical Moreau se dressait comme un monument à la richesse transformé en philanthropie. Un immeuble de 12 étages étincelant, portant en lettres d'or le nom de la famille sur sa façade. Ce jour-là, son service pédiatrique ultramoderne allait accueillir sa plus jeune patiente VIP. Assise sur le siège passager de la vieille Renault de sa mère, Émilie leva les yeux vers le bâtiment. « On dirait un vaisseau spatial », murmura-t-elle, les yeux écarquillés malgré la fatigue. Sarah serra doucement sa main. « Souviens-toi de ce que je t'ai dit. Accepter l'aide ne change pas qui nous sommes. On la reçoit avec grâce, mais sans oublier notre dignité. »« Je sais, maman, » répondit Émilie. Elle baissa les yeux sur sa robe du dimanche et ses chaussures vernies, celles qu'elle réservait aux grandes occasions. « Tu crois que je suis bien habillée pour voir Nathan ?» Le cœur de Sarah se serra. Même face à sa propre fragilité, les pensées d'Émilie allaient vers les autres. « Tu es magnifique, ma chérie. » À l'intérieur de l'Institut, elles ne furent pas accueillies par du personnel administratif, mais par Robert Moreau lui-même, vêtu avec décontraction, dans des vêtements qui coûtaient sans doute plus cher que le loyer mensuel de Sarah. « Émilie, » dit-il en souriant chaleureusement, s'agenouillant pour être à sa hauteur. « Nathan n'a pas arrêté de parler de toi. Il est avec le docteur Collins en ce moment, mais il nous rejoindra bientôt. » Émilie hocha la tête avec gravité.
J'ai apporté mes crayons spéciaux pour lui montrer toutes les couleurs comme il faut. Le visage de Robert s'adoucit davantage. C'est très gentil, ça. Puis il se tourna vers Sarah. Le docteur Collins aimerait discuter des options de traitement. J'ai pris la liberté de réunir plusieurs autres spécialistes pour consultation. Sarah se raidit légèrement. Monsieur Moreau, j'apprécie votre aide, mais... Robert, la corrigea-t-il doucement. Robert, reprit-elle, ferme. Je veux être clair. Je suis reconnaissante pour cette opportunité, mais toutes les décisions concernant Émilie me reviennent. Bien sûr, répondit-il aussitôt. Je ne fais qu'ouvrir des portes. En marchant dans le couloir, Émilie chuchota à voix haute. Maman, il n'a pas l'air méchant comme les riches dans les films, ça. Sarah rougit de gêne, mais Robert éclata de rire. Un rire franc, presque surpris de lui-même. Crois-moi, Émilie, certains sont aussi méchants que dans les films, répondit-il à voix basse d'un ton complice. Parfois, je dois faire semblant de l'être aussi. C'est épuisant. Dans la salle de consultation, le docteur Jacques Collins les attendait entouré d'une équipe de spécialistes. La seule présence de l'oncologue, renommé, aurait coûté une fortune, mais il salua Émilie avec la chaleur d'un médecin de famille. « Alors, c'est toi la fameuse Émilie ?» dit-il, en la regardant avec bienveillance. « J'ai entendu dire que tu avais accompli un vrai miracle. » « Ce n'était pas un miracle, » répondit Émilie simplement. « C'était juste du savon et de la salive. » Les spécialistes échangèrent des regards, mêlant amusement et curiosité scientifique. « À propos de ça, » commença prudemment le docteur Collins, « nous aimerions te prélever quelques échantillons, si tu es d'accord. Ta salive contient peut-être des propriétés intéressantes que nous voudrions étudier. » Sarah se crispa. « Vous voulez expérimenter sur ma fille ?» Le médecin secoua la tête. « Rien d'invasif, je vous assure. Mais il pourrait y avoir des enzymes ou des protéines dans la salive d'Émilie qui nous aideraient à comprendre à la fois son état et celui de Nathan. » La discussion fut interrompue par la porte qui s'ouvrit brusquement. Nathan entra en courant, manquant de trébucher dans son élan. Il portait ses lunettes spéciales, mais avançait avec plus d'assurance. Une infirmière essoufflée le suivait de près. « Émilie !» s'écria-t-il, en cherchant du regard jusqu'à la trouver. « Je vois encore, pas tout parfaitement, mais bien plus qu'hier. » Le visage d'Émilie s'éclaira. « Nathan, j'ai apporté mes crayons pour te montrer le violet. » Les adultes observèrent, stupéfaits, les deux enfants, l'un luttant contre la cécité, l'autre contre le cancer, se pencher sur un livre de coloriage, s'exclamant devant chaque teinte comme s'ils découvraient un trésor enfoui. « Le violet, c'est la plus belle couleur, » déclara Émilie avec autorité. « Pas du tout, c'est le bleu, » répondit Nathan. « Tu connais les couleurs depuis 3 jours seulement. Moi, je les connais depuis toujours. Justement, tu es biaisé. » Leur chamaillerie se transforma en rire, créant une bulle de normalité dans une situation qui ne l'était en rien. Pendant qu'ils coloraient, les adultes se retirèrent pour discuter du pronostic d'Émilie. Les nouvelles n'étaient pas bonnes. Le cancer s'était propagé rapidement et résistait aux traitements classiques. « Il existe une thérapie expérimentale, » expliqua le docteur Collins. « Elle a donné de bons résultats dans des cas similaires, mais elle n'est pas encore approuvée, et son coût est considérable. » « Le coût n'est pas un problème, » déclara Robert d'un ton sec. Sarah se tortilla sur sa chaise, mal à l'aise. « Les effets secondaires sont importants, » admit le médecin, « et il n'y a aucune garantie. » La conversation se poursuivit avec un vocabulaire médical qui fit tourner la tête de Sarah. À travers la vitre, elle voyait Émilie apprendre à Nathan à mélanger les couleurs, son visage rayonnant malgré les cernes sombres sous ses yeux. Sans intervention, il lui reste 3 mois, conclut doucement le docteur Collins. Peut-être 6 avec un traitement standard. Avec le protocole expérimental, c'est un saut dans l'inconnu. Sarah prit sa décision.
Nous tenterons le traitement expérimental. Robert hocha la tête, satisfait. Je vais tout organiser. Alors qu'il s'apprêtait à partir, Nathan s'écria « Attends, papa, est-ce qu'Émilie peut venir voir notre maison? Elle n'a jamais vu de manoir. » Robert hésita, conscient de la réaction explosive que cela provoquerait chez Victoire. « S'il te plaît !» insistèrent les deux enfants en chœur. Contre toute raison, Robert céda. « D'accord, juste une courte visite. Demain après-midi. » Sur le trajet du retour, Sarah interrogea doucement sa fille sur le lien étrange qui semblait unir les deux enfants. « Il a l'air gentil, mais tu sais, ma chérie, il vient d'un monde très différent du nôtre. » Émilie regarda par la fenêtre, pensive. Il était seul avant, comme moi. Maintenant, on n'est plus seul, ni l'un ni l'autre. Le téléphone de Sarah vibra. Un message de Robert Moreau s'afficha. Les premiers résultats de laboratoire montrent des anomalies dans la structure cellulaire des deux enfants. Le docteur Collins voulait approfondir ses recherches. Sarah fixa le message, un frisson lui parcourant l'échine. Le miracle de la vue retrouvée de Nathan et la tragédie de la maladie d'Émilie semblaient liés d'une manière que la science ne pouvait encore expliquer. De retour à la maison, elle borda tendrement sa fille, qui s'endormit en serrant son crayon préféré dans la main. Violet, bien sûr. À l'autre bout de la ville, Nathan Moreau rêva en couleur pour la première fois de sa vie. Tandis que ses parents se disputaient jusque tard dans la nuit à propos d'une petite fille qui avait tout changé. La voix de Victoire Moreau résonna dans le grand hall du manoir, tranchant net le calme apparent de l'après-midi. « Absolument pas, je ne veux pas de cet enfant dans cette maison. » Robert conserva son calme avec une maîtrise habituelle. « Ce n'était qu'une visite, Victoire. Nathan veut lui montrer sa chambre, ses jouets, faire ce que font les enfants normaux. » « Il n'y a rien de normal dans cette situation, » siffla Victoire, consciente que le personnel pouvait entendre. « Ton père m'a appelé ce matin. Le conseil d'administration s'inquiète de ton obsession pour cette fille. » À cet instant, Nathan apparut en haut du grand escalier, ses lunettes spéciales sur le nez. Bien qu'il s'adaptât encore à sa nouvelle vision, il descendait désormais les marches avec une assurance grandissante. « Est-ce qu'Émilie est arrivée ?» s'écria-t-il avec excitation. Victoire lança à son mari un regard venimeux avant de forcer un sourire. « Nathan, mon chéri, je ne suis pas sûr que ce soit le bon jour pour des visites. Maman a sa réunion du comité de charité et... »« Annule-la » l'interrompit Robert calmement. « Nathan attend cette visite depuis ce matin. » La sonnette retentit, sa mélodie claire résonnant dans la tension du manoir. Le majordome fit mine d'aller ouvrir, mais Victoire le devança. « Je vais m'en charger », dit-elle avec une politesse dangereuse. Elle ouvrit la porte pour découvrir Sarah Laurent et Émilie debout sur le perron. Émilie portait à nouveau sa plus belle robe et tenait dans ses bras un petit paquet maladroitement emballé. Sarah, droite et digne, se tenait en retrait, sa prestance silencieuse contrastant avec l'opulence environnante. Le sourire de Victoire ne toucha jamais ses yeux. « Madame Laurent, et toi, tu dois être Émilie. » Quelle surprise! Émilie, ignorant ou ne remarquant pas le ton glacial, leva vers elle un visage rayonnant. « Votre maison ressemble à un château. Vous avez des dragons? » Malgré elle, Victoire esquissa un léger sourire. « Je crains que non. »« J'ai apporté un cadeau pour Nathan, » poursuivit Émilie en brandissant son paquet. « Ce sont des crayons spéciaux pour les enfants qui ne voient pas très bien encore. » Avant que Victoire ne puisse répondre, Nathan surgit derrière elle, débordant d'enthousiasme, manquant presque de la bousculer. « Émilie, viens voir ma chambre. J'ai un train électrique qui tourne au plafond et un vrai télescope. » Les deux enfants disparurent en riant, la main dans la main, laissant les adultes dans un silence embarrassé. « Entrez, je vous en prie, » dit Robert en apparaissant derrière sa femme. « Sarah,
Nous avons reçu de nouveaux résultats d'analyse ce matin. Le Dr Collins aimerait en discuter avec vous. C'est à propos du traitement d'Emily? Demanda Sarah, toujours sur le seuil, hésitant à franchir le marbre étincelant du hall. En partie, répondit prudemment Robert. C'est un peu plus complexe que cela. Victoire s'excusa avec un soulagement à peine dissimulé, prétextant des préparatifs pour le gala de bienfaisance du soir. Dès qu'elle quitta la pièce, Robert conduisit Sarah jusqu'à son bureau, un sanctuaire lambrissé de bois, aux murs couverts de livres et de dossiers. L'enzyme présente dans la salive d'Emily, commença-t-il sans détour, contient une structure protéique que nos laboratoires n'avaient jamais observée auparavant. Elle a temporairement modifié l'expression génétique des cellules rétiniennes de Nathan. Sarah cligna des yeux, perdue. En français, s'il vous plaît. Robert simplifia. Quelque chose chez votre fille a temporairement guéri la cécité de mon fils. Et le Dr Collins pense que ce phénomène pourrait être lié à son cancer. Pendant ce temps, à l'étage, Emily poussa un cri émerveillé en découvrant la chambre de Nathan, plus grande que tout son appartement. Un train miniature circulait au plafond et un immense aquarium occupait tout un mur, peuplé de poissons multicolores. « Tu as la mer dans ta chambre » s'exclama-t-elle. Nathan sourit fièrement. « Papa l'a fait installer quand j'avais 3 ans. Avant, j'entendais juste les bulles et je touchais la vitre. Maintenant, je peux voir les poissons. » Il pointa du doigt, excité. « Le bleu, là, c'est mon préféré. » Émilie s'approcha du bassin, posant sa paume contre le verre froid. « Ils ont des noms » demanda-t-elle. « Non » avoua Nathan. « Avant, je ne pouvais pas les voir, alors je les appelais tous les poissons. » Émilie rit. « C'est bête. On devrait leur donner des noms maintenant. » Ils passèrent l'heure suivante à baptiser chaque poisson. Émilie décrivant les couleurs et motifs que Nathan distinguait encore avec difficulté. Le poisson bleu devint Splash, l'ange jaune fut surnommé Soleil, et un gros mécontent prit le nom de Monsieur Boudeur. Pendant ce temps, dans le bureau, Sarah tentait d'assimiler les implications vertigineuses de ce qu'elle venait d'entendre. « Vous voulez dire que le cancer d'Emily et cette enzyme sont liés ?» demanda-t-elle d'une voix tremblante. Robert acquiesça gravement. Le Dr Collins pensait que le corps d'Emily produisait cette enzyme en réponse à son cancer. C'est comme si son système immunitaire avait créé quelque chose de nouveau, quelque chose d'assez puissant pour modifier l'expression génétique en essayant de combattre la maladie. « Et ça aide Emily, comment ?» demanda Sarah d'une voix tendue. « C'est ce que nous essayons de comprendre. Si nous pouvons isoler l'enzyme et découvrir son fonctionnement, nous pourrions peut-être l'utiliser. Pas seulement pour Nathan, mais aussi, peut-être, pour Emily. » Le téléphone de Sarah vibra. Un rappel pour le médicament de sa fille. « Je dois donner ces comprimés à Emily. » Ils retrouvèrent les enfants dans la cuisine du manoir. Le chef, d'abord alarmé par leur intrusion, observait désormais la scène avec un sourire amusé, tandis qu'Émilie apprenait à Nathan à préparer un dessert de pauvre. Des biscuits salés, nappés de beurre de cacahuète et de pépites de chocolat. « C'est le meilleur dessert du monde », expliquait Émilie, quand on n'a pas les moyens d'acheter de la glace. Nathan goûta, ses yeux s'illuminant. « C'est génial, bien meilleur que le caviar que papa me fait goûter. » Le chef étouffa un rire, alors qu'Émilie ajoutait sérieusement. « Et puis, quand tu le fais toi-même, ça a meilleur goût. Maman dit toujours que la cuisine maison rend les gens heureux. » Alors que Sarah lui donnait ses médicaments, la fillette chancela soudain, le visage blême. Nathan remarqua immédiatement. « Émilie, ça va? »« Juste un peu fatiguée, » murmura-t-elle avant que ses genoux ne fléchissent. Robert la rattrapa avant qu'elle ne tombe. « J'appelle une ambulance, » dit-il. « Non, » répondit Sarah fermement. « Nous avons un rendez-vous à l'hôpital dans 1 heure. Je l'emmène. »« J'y vais aussi, »
déclara Nathan d'une voix déterminée qui ne laissait place à aucune discussion. Dans le chaos qui suivit, personne ne remarqua Victoire debout dans l'embrasure de la porte, observant son mari tenant dans ses bras la fillette malade, et leur fils, inquiet, se tenant tout près. Son visage demeurait impassible, mais ses yeux trahissaient un mélange de colère et de peur. À l'hôpital, Émilie fut immédiatement prise en charge. Nathan refusa de quitter la salle d'attente, même après l'arrivée de son précepteur venu le ramener. Sarah et Robert attendirent en silence, tendus, jusqu'à ce que le docteur Collins sorte, le visage grave. « Le cancer s'est accéléré », annonça-t-il doucement. « Nous devons commencer le traitement expérimental immédiatement. »« Est-ce que ça va marcher ?» demanda Sarah, la voix brisée. Le docteur hésita. « Il n'y a aucune garantie, mais nous avons découvert quelque chose qui nous donne de l'espoir. » Il se tourna vers Robert. « L'enzyme présente dans la salive d'Émilie, nous en avons retrouvé des traces dans le sang de Nathan. » Robert le fixa, abasourdi. « Comment est-ce possible? Nous ne savons pas encore. Mais les deux enfants partagent un marqueur protéique très rare. Cette protéine a affecté la vision de Nathan et pourrait bien être la clé pour combattre le cancer d'Émilie. » Pendant que les adultes parlaient de séquences génétiques et de protocoles médicaux, Nathan restait seul dans la salle d'attente, observant ses mains. Pour la première fois, il voyait les veines bleutées sous sa peau, le mouvement de ses doigts, le miracle fragile de la vue. « Tout ça, c'est grâce à Émilie, » murmura-t-il. « Je vais l'aider, quoi qu'il en coûte. » Dehors, les premiers flocons de neige tombèrent sur Paris. Les couloirs de l'hôpital étaient décorés pour Noël, scintillant d'une joie cruelle dans un lieu de souffrance. Dans sa chambre, Émilie dormait d'un sommeil agité, les machines enregistrant la lente dégradation de son corps. À l'autre bout de la ville, Victoire Moreau téléphona à son père. « Papa, c'est pire que ce que je pensais. Robert est complètement obsédé par cet enfant. J'ai besoin de ton aide. » Les lignes de bataille se dessinaient, tandis que la vie d'Émilie ne tenait qu'à un fil, et que le miracle visuel de Nathan commençait déjà à s'estomper. Le compte à rebours était lancé. 2 semaines plus tard, la salle de traitement expérimental de l'Institut médical Moreau ressemblait davantage à un cockpit de vaisseau spatial qu'à une chambre d'hôpital. Émilie, minuscule sous les draps, était reliée à des machines qui bourdonnaient et clignotaient, témoins silencieux d'une lutte désespérée. 14 jours de thérapie intensive l'avaient affaiblie davantage à chaque session. Sarah n'avait pas quitté l'hôpital, dormant sur un lit de camp près du sien et vivant des repas offerts discrètement par Robert. Son employeur, jusque-là compatissant, avait appelé la veille. Son poste ne pourrait pas l'attendre éternellement. « Comment va notre patiente aujourd'hui ?» demanda le docteur Collins en entrant, consultant les dossiers avec une précision habituelle. « Fatiguée, » murmura Émilie, sa voix jadis vive, à peine plus qu'un souffle. « Est-ce que Nathan vient aujourd'hui ?» Le médecin échangea un regard avec Sarah. « Il passe des tests à son tour, aujourd'hui. » Ce qu'il ne dit pas, c'est que la vision miraculeuse de Nathan s'éteignait peu à peu. L'effet temporaire de l'enzyme d'Émilie s'épuisait. L'obscurité revenait dans son monde, comme une marée montante. Robert avait réuni une équipe entière de chercheurs chargés de synthétiser l'enzyme d'Émilie, dans l'espoir de préserver la vue de son fils tout en combattant la maladie de la fillette. Mais les résultats restaient déconcertants. L'enzyme se dégrade chez les 2 enfants, confia Collins à Sarah à la sortie de la chambre d'Émilie, le regard lourd d'inquiétude. Chez Nathan, cela signifiait un retour à la cécité. Chez Émilie, le docteur Collins ne termina pas sa phrase. Il n'en avait pas besoin. De l'autre côté de l'institut, Nathan était assis dans une salle d'examen, des lumières spéciales braquées sur ses yeux pendant que les techniciens,
cartographiait la dégradation de sa vision. « Je m'en fiche, dit-il à son père d'un ton obstiné. « Je m'en fiche si je ne vois plus. Il faut juste que vous rendiez Émilie meilleure. » La gorge de Robert se serra. « On essaie, mon fils. Et c'est plus fort, » s'emporta Nathan, avec une intensité inhabituelle. « C'est elle qui m'a montré les couleurs. C'est elle qui a donné un nom à mes poissons. C'est mon amie. » L'émotion brute dans la voix de son fils stupéfia Robert. Nathan avait toujours été un enfant solitaire, isolé par sa cécité et leur richesse. Et voilà qu'Émilie, avec ses vêtements usés et son humour irrévérencieux, avait réussi à franchir des murs dont Robert ignorait même l'existence. Victoire fit irruption dans la pièce, interrompant l'examen. « Robert, ta présence est requise au bureau. Le conseil d'administration a convoqué une réunion d'urgence. »« Pas maintenant, » répondit-il, sans détourner les yeux de son fils. « Henri menace de te révoquer de ton poste de PDG, » siffla-t-elle. « Cela a assez duré. » Nathan tourna la tête vers ses parents. « Qu'est-ce qui se passe? C'est à cause d'Émilie? » L'expression de Victoire s'adoucit à peine. « Chérie, ton père néglige certaines de ses responsabilités. L'entreprise a besoin de lui. »« Non, » coupa Nathan. « Émilie a plus besoin de lui. Elle est en train de mourir, maman. » La franchise de l'enfant laissa un silence déchirant flotter dans l'air. Au siège de Moreau Entreprises, la salle du conseil vibrait d'une tension contenue. À la tête de la table, Henri Dupont trônait, le visage fermé par la détermination. Lorsque Robert entra, les conversations cessèrent instantanément. « Tiens, le PDG prodigue daigne revenir, » lança Henri d'un ton sec. « Comment va ta petite œuvre de charité? » Robert ignora la provocation. « De quoi s'agit-il? » Henri fit glisser un dossier vers lui. « Il s'agit des 30 millions d'euros de fonds transférés sans autorisation vers ton institut médical privé pour financer des traitements expérimentaux non approuvés par aucune autorité. »« J'ai utilisé mes fonds personnels, » répliqua Robert. « Après avoir liquidé des actions de la société, » intervint un autre administrateur, ce qui a entraîné une chute de 3 points à la bourse. Robert balaya la salle du regard, des visages familiers, des collègues de toujours, des amis qui avaient assisté à son mariage et au baptême de son fils. Tous, désormais, le voyaient comme un risque. « Mon fils peut voir, » déclara-t-il simplement, pour la première fois de sa vie. Ce miracle, il le doit à une fillette qui se bat pour la sienne. Je ne m'excuserai pas d'essayer de les sauver tous les deux. Henri resta impassible. Noble, certes, mais ce n'est pas ce pourquoi les actionnaires te paient. Le vote fut fixé à la semaine suivante. Robert risquait de tout perdre, son poste, son influence, peut-être même le contrôle de l'entreprise fondée par son grand-père. « Tu savais que ça arriverait », accusa Victoire sur le chemin du retour vers l'hôpital. « Ton obsession pour ces croisades médicales, d'abord la cécité de Nathan, maintenant cette fille. »« Elle s'appelle Émilie », répondit Robert d'une voix lasse. « Eh oui, je savais qu'il y aurait des conséquences. » Victoire le dévisagea, déconcertée. « Tu serais prêt à tout risquer pour quoi exactement ?» Robert gara la voiture sur le parking de l'hôpital. Pour avoir enfin l'impression de faire quelque chose qui compte. Il trouva Sarah dans la petite chapelle de l'hôpital, la tête baissée, les mains si serrées que ses jointures blanchissaient. « Le traitement ne fonctionne pas, » dit-elle, sans lever les yeux. Robert s'assit à côté d'elle sur le banc de bois. « Collins va tenter quelque chose de nouveau demain, une dose plus concentrée. » Sarah eut un rire sans joie. « Tu sais ce qu'Émilie m'a demandé? Un sapin de Noël violet pour l'appartement. Violette. Tu imagines? Elle fait des projets pour Noël alors qu'elle pourrait ne pas... » Sa voix se brisa. Et Robert fit alors quelque chose qu'il n'avait jamais fait. Il prit la main d'une femme de ménage. Une femme dont il n'aurait même pas croisé le regard un mois plus tôt. La vue de Nathan s'éteint aussi, avoua-t-il. Ce qui les liait s'effrite. Dans le service pédiatrique, Nathan s'était faufilé dans la chambre d'Émilie.
se guidant d'une main contre le mur à mesure que sa vision s'assombrissait. Émilie s'éclaira à sa présence, malgré la fatigue. « J'ai donné un nom à un autre poisson, dit-elle, celui qui est tacheté. Je l'appelle Tache. » Nathan sourit, sans lui dire qu'il distinguait à peine son visage, que les couleurs qu'elle lui avait montrées se fondaient à nouveau dans le noir. « Parfait, » répondit-il doucement, s'asseyant près d'elle. « Je t'ai apporté quelque chose. » De sa poche, il sortit un petit poisson en plastique usé. C'était mon préféré quand j'étais petit. Je pouvais sentir ses écailles et ses nageoires. Je veux que tu le gardes. Émilie le prit avec des mains tremblantes. Mais c'est ton poisson préféré. Je t'aime plus que lui, dit Nathan avec la sincérité désarmante d'un enfant. Tu es ma meilleure amie. De l'autre côté de la vitre, le Dr Collins observait la scène. Une expression étrange passa sur son visage, celle d'un scientifique au seuil d'une révélation. « Connexion », murmura le Dr Collins, sortant son téléphone. « C'est ça. » Le gigantesque sapin de Noël des Moreaux se dressait dans le grand hall, haut de 6 mètres, orné de décorations anciennes et scintillant de milliers de petites lumières que Nathan distinguait désormais à peine. 3 semaines s'étaient écoulées depuis le début du traitement d'Émilie. 3 semaines où la vision de Nathan se détériorait au même rythme que la santé de la fillette. Le lien mystérieux entre eux s'était révélé à la fois une bénédiction et une malédiction. « J'ai annulé le gala de Noël », annonça Victoire à son mari, observant Robert fixer, sans vraiment le voir, l'écran de son ordinateur portable. Depuis la dernière réunion du conseil, il ne s'était plus rendu au siège de l'entreprise, travaillant à distance et passant la plupart de ses journées à l'hôpital. « Très bien, » répondit-il distraitement. La presse commence à poser des questions sur le miracle de Nathan, sur le fait qu'on ne l'ait plus vu en public et sur ton absence de la société. Robert leva enfin les yeux. Qu'ils posent leurs questions. Victoire s'assit en face de lui, une vulnérabilité inhabituelle traversant son visage d'ordinaire si maîtrisé. « Qu'est-ce qui nous arrive, Robert? Ce n'est plus seulement à propos de cette fille. Tu n'es plus le même. » Avant qu'il ne réponde, Nathan apparut dans l'encadrement de la porte, ses lunettes spéciales sur le nez, une petite valise à la main. « Je suis prêt à partir. »« Partir? Où ça? » demanda Victoire, fronçant les sourcils. « À l'hôpital, pour rester avec Émilie. C'est presque Noël, et elle est toute seule avec sa maman. »« Hors de question, » commença Victoire. « En fait, » l'interrompit Robert, « le Dr Collins a appelé ce matin. Il veut essayer quelque chose de nouveau avec les 2 enfants. » Les yeux de Victoire s'agrandirent. « Tu n'es pas sérieux. Il pense que leurs états sont liés, qu'il existe une connexion biologique qu'on ne comprend pas encore. Il veut les surveiller ensemble. Ils ont déjà fait assez de prélèvements, mené assez d'examens, » répliqua Victoire. Qu'espère-t-il encore découvrir en faisant dormir Nathan à l'hôpital à Noël? Nathan s'avança. « Je veux y aller. Émilie va plus mal, je le sens. » Il toucha ses yeux du bout des doigts. « Je le sais. » La certitude étrange dans la voix de son fils réduisit Victoire au silence. À l'hôpital, l'état d'Émilie s'était considérablement aggravé. Le traitement expérimental, destiné à renforcer son système immunitaire tout en attaquant les cellules cancéreuses, semblait échouer. Pourtant, sa chambre avait été transformée en un espace joyeux. Les murs recouverts de dessins d'enfants, un petit sapin artificiel brillant dans un coin. « Violette », expliqua Sarah avec un sourire triste lorsque Robert entra pour la première fois, comme elle l'a demandé. Le Dr Collins les accueillit dans son bureau, son excitation à peine dissimulée sous son calme professionnel. « J'ai revu les profils enzymatiques. Les schémas de dégradation sont identiques chez les 2 enfants. Des miroirs moléculaires parfaits. Autrement dit, » demanda Robert. « Autrement dit, il y a une communication biologique entre leurs organismes. La vision temporaire de Nathan et l'aggravation du cancer d'Émilie ne sont pas des coïncidences.
Ce sont deux manifestations d'un même phénomène. Sarah, convoquée à la demande de Collins, semblait perdue. « Vous êtes en train de dire que le cancer de ma fille parle aux yeux de Nathan? » « Pas exactement, » précisa Collins. « Je dis que leurs systèmes immunitaires réagissent l'un à l'autre au niveau cellulaire. Quand ils sont ensemble, la réponse se renforce. Quand ils sont séparés, elle s'affaiblit. »« C'est impossible, » déclara Victoire d'un ton glacial. « Comme il était impossible qu'un garçon aveugle voie soudainement, » rétorqua Collins. « Et pourtant, c'est arrivé. » Sa proposition était radicale. Transférer les deux enfants dans une unité spéciale, observer leurs réponses biologiques selon leur proximité et adapter les traitements en conséquence. « Vous voulez utiliser mon fils comme un composant de traitement ?» s'indigna Victoire. « Je veux sauver les deux », rectifia Collins. « Le corps d'Emily a produit l'enzyme qui a permis à Nathan de voir. Le corps de Nathan pourrait bien contenir la clé pour stabiliser cette enzyme et sauver Emily. » Dans la salle pédiatrique, inconscients des décisions prises à leur sujet, Nathan et Emily étaient assis sur son lit. Bien que sa vue eût beaucoup décliné, Nathan distinguait encore des formes et des ombres, s'accrochant à ce don qu'elle lui avait offert. « J'ai un cadeau pour toi », chuchota Emily, sa voix plus faible qu'hier. « Maman m'a aidé. » Elle sortit de sous son oreiller un petit paquet maladroitement emballé. Nathan l'ouvrit délicatement et découvrit un petit livre fait main. « C'est toutes les couleurs », expliqua Emily. « Je les ai peintes et écrites en grosses lettres pour que tu puisses encore les voir. Même quand tu ne verras plus du tout, » termina-t-elle pour lui, la gorge serrée. « Tu m'en veux ?» demanda-t-elle soudain, les yeux humides. « Parce que la magie du savon n'a pas duré ?» Nathan parut surpris. « Non. Tu m'as offert les couleurs, Émilie. Même si elles disparaissent, je sais maintenant à quoi ressemble le bleu et le violet. » Il sourit faiblement. « Et je sais à quoi tu ressembles, toi. » Le visage pâle d'Émilie s'éclaira un instant. « Tu veux connaître un secret? Les médecins pensent bien que je vais plus mal, mais je n'ai plus peur. »« Pourquoi ?» demanda Nathan surpris. « Parce que, » répondit-elle avec la certitude d'un enfant, Noël, c'est pour les miracles, et on en a déjà eu un, alors peut-être qu'on en aura un autre. La simplicité de sa foi toucha quelque chose de profond en Nathan. Ce soir-là, malgré les objections véhémentes de Victoire, il emménagea dans l'unité spéciale avec Émilie. 2 lits côte à côte, entourés de machines identiques, formant une étrange symétrie entre la maladie et l'espoir. Depuis le seuil, Sarah observa les enfants tomber immédiatement dans leur petit monde. Nathan décrivait un livre de mémoire et Émilie riait à ses erreurs volontaires. Pour la première fois depuis des semaines, la couleur revint sur les joues de sa fille. « Nous avons renforcé la surveillance », expliqua le Dr Collins à Robert et Sarah, leur montrant le système de contrôle. « Tout changement chez l'un ou l'autre sera enregistré en temps réel. » « Et si cet effet de proximité est réel ?» demanda Sarah. Collins hésita. « Alors, nous ajusterons le traitement en conséquence. Ce qu'il ne dit pas, c'est qu'il naviguait en territoire inconnu. » L'enzyme qui avait brièvement guéri la cécité de Nathan relevait de l'impossible biologique. Le cancer d'Émilie avait, d'une manière ou d'une autre, déclenché une réponse immunitaire inédite. Une évolution spontanée de la nature humaine. Cette nuit-là, lorsque les 2 enfants s'endormirent enfin, Robert se retrouva seul avec Sarah dans le couloir silencieux de l'hôpital. « Victoire pense que j'ai perdu la tête, » avoua-t-il. « Le conseil va voter la semaine prochaine pour me destituer. » Sarah observa l'homme riche à ses côtés, vêtements froissés, yeux cernés par la même peur qui hantait les siens. « Pourquoi faites-vous tout ça? Vraiment? Vous auriez pu simplement prélever des échantillons chez Émilie, étudier l'enzyme. Vous n'étiez pas obligé de la sauver. Peut-être que j'avais besoin, pour une fois dans ma vie, d'utiliser tout ça, » répondit-il en désignant vaguement le bâtiment portant son nom. « Pour quelque chose qui a vraiment du sens. »
Le visage de Sarah s'adoucit. Émilie compte pour vous. Les deux comptes Bamba comptent pour moi, dit-il simplement. Dans la chambre, aucun des deux adultes ne remarqua la petite main d'Émilie qui chercha celle de Nathan dans l'obscurité. Leurs doigts s'entrelacèrent et les moniteurs enregistrèrent alors une synchronisation parfaite de leur constante vitale. Un phénomène qui stupéfia le lendemain toute l'équipe médicale. Le matin suivant, de l'autre côté de la ville, Victoire Moreau prit une décision. Elle décrocha le téléphone et appela son père. 4 mots changèrent tout. Je choisis ma famille. La veille de Noël arriva sous une chute de neige douce, transformant les jardins de l'hôpital en paysages de cartes postales. À l'intérieur de l'unité spéciale, Émilie et Nathan vivaient désormais dans un rythme que la médecine ne parvenait pas à expliquer. Ensemble, ils allaient mieux. Séparés, ils déclinaient. C'est de l'intrication quantique, plaisanta un chercheur. Peut-être pas si loin de la vérité, murmura Collins, pensif. La percée survint le matin du 24 décembre. Sarah entra dans la chambre pour trouver Émilie assise dans son lit, les joues roses, dévorant son petit déjeuner. « J'ai faim, maman », annonça-t-elle. « Vraiment faim ». En face, Nathan clignait des yeux derrière ses lunettes spéciales. « Les ombres sont plus nettes aujourd'hui. Je distingue mieux le contour d'Émilie. » Le docteur Collins ordonna immédiatement des analyses de sang pour les 2 enfants. Les résultats laissèrent l'équipe médicale sans voix. « L'enzyme s'est stabilisée », expliqua Collins aux parents. « Chez les 2, elle ne se dégrade plus. »« Qu'est-ce que ça signifie ?» demanda Sarah, redoutant d'espérer. Le dernier scanner d'Émilie montre une réduction de 10% de la masse tumorale, dit-il avec précaution. Et la réponse rétinienne de Nathan s'est améliorée de 15%. Robert agrippa le dossier d'une chaise. Ils se guérissent l'un l'autre. Pas exactement, corrigea Collins. C'est plutôt comme si leur proximité créait une boucle de rétroaction. Le corps d'Émilie produit l'enzyme, celui de Nathan la stabilise, puis elle circule entre eux. « Et maintenant ?» demanda Sarah. « Nous continuons le protocole de proximité », répondit Collins avec un éclat d'enthousiasme. « Et nous ajoutons une immunothérapie ciblée pour Émilie. Cela pourrait révolutionner la médecine, utiliser des systèmes immunitaires liés pour combattre la maladie. » Plus tard dans la matinée, Victoire arriva à l'hôpital, les bras chargés de sacs, suivis de plusieurs employés. Robert, surpris, la rencontra dans le couloir. « Je croyais que tu organisais le déjeuner de la Fondation Dupont aujourd'hui. »« Annulé, » répondit-elle d'un ton sec. « Henri a fait une crise, mais je lui ai rappelé que c'est la veille de Noël. » Elle tendit les sacs à son mari. « C'est pour Émilie, Nathan et Sarah, » ajouta-t-elle, presque à contre-cœur. Robert la regarda, stupéfait. « Tu as acheté des cadeaux pour eux ?» Victoire soupira. « Notre fils n'a pas quitté cet hôpital depuis 1 semaine. Si c'est ici qu'il passe Noël, alors c'est ici que Noël aura lieu. » Dans la chambre des enfants, l'ambiance était étrangement festive. Émilie avait convaincu une infirmière de l'aider à fabriquer des flocons de neige en papier, qui pendaient maintenant aux appareils médicaux. Nathan, dont la vue s'améliorait peu à peu, essayait d'enfiler des canneberges pour décorer le petit sapin violet. « Tu mets plus de canneberges que de ficelles », le taquina Émilie en riant. « Et toi, tes flocons sont mutants », répliqua Nathan. « Celui-là a 7 branches. »« C'est parce qu'il est spécial. »« Comme moi ?»« Oui, » répondit Nathan sérieusement. « Comme toi. » Victoire s'arrêta dans l'embrasure de la porte, observant la complicité naturelle entre les 2 enfants. Son fils privilégié, élevé dans l'isolement, et cette petite fille d'un milieu modeste, devenue soudainement un miracle scientifique. Quelque chose se radoucit dans son expression. Elle entra avec une chaleur inhabituelle. « J'ai entendu dire qu'on avait commandé une fête de Noël ici. » Les yeux d'Émilie s'écarquillèrent en voyant les sacs que Victoire portait.
Ce sont des cadeaux? On ne peut pas fêter Noël sans cadeaux, répondit Victoire, surprise elle-même de la facilité avec laquelle elle se mit à parler avec l'enfant. Au fil de la journée, la petite chambre d'hôpital se transforma. Le personnel apporta des friandises, un Père Noël bénévole rendit visite, et même Henri Dupont fit une brève apparition, maladroite mais sincère, apportant à Nathan un cadeau extravagant. Et après un chuchotement de Victoire, une poupée achetée à la hâte pour Émilie. « Joyeux Noël, jeune demoiselle », dit-il d'un ton raide. Émilie leva vers lui un sourire éclatant. « Merci. Vous ressemblez à un Père Noël qui se serait rasé et qui serait devenu grognon. » Sarah eut un hoquet de stupeur, mais, à la surprise générale, Henri éclata d'un vrai rire. « Tu as du caractère, petite. Je te l'accorde. » Quand le soir tomba, le docteur Collins arriva avec des nouvelles. Les derniers résultats sanguins d'Émilie sont remarquables. Les marqueurs du cancer ont encore diminué de 5% aujourd'hui. Sarah porta une main à sa bouche, les larmes aux yeux. « Et Nathan ?» demanda Robert. Sa réponse rétinienne continue de s'améliorer. Lentement, mais sûrement. Depuis son lit, Émilie applaudit. « Vous voyez, je vous l'avais dit, les miracles de Noël. » Après le dîner, tandis que les enfants, blottis dans leur lit, regardaient un film de Noël, les adultes se rassemblèrent dans le couloir. « Il y a autre chose », annonça Collins d'une voix basse. « Nous avons analysé les profils génétiques plus en détail. Il y a un motif particulier chez les deux enfants. »« Particulier comment ?» demanda Robert. Collins parut mal à l'aise. Il indique une possible relation génétique. Sarah fronça les sourcils. « Vous voulez dire ?»« Je veux dire, choisit prudemment Collins, qu'il y a une forte probabilité statistique qu'Émilie et Nathan partagent un ancêtre commun, assez lointain. Une probabilité très élevée en réalité. » Les implications restèrent suspendues dans l'air, lourdes et silencieuses. Plus tard dans la nuit, quand les enfants dormaient, Robert retrouva Sarah dans la chapelle de l'hôpital. « Vous le saviez ?» demanda-t-il sans détour. Sarah le regarda, sincèrement déconcertée. « Savoir quoi ? Votre défunt mari, Jacques Marchand. Il était originaire d'où ? » Sarah fronça les sourcils. « De Pennsylvanie, dans la région minière. »« Pourquoi ?» Robert s'assit lourdement à côté d'elle. « Mon grand-père, Moreau Senior, venait du même endroit. Il avait là-bas une réputation avec les femmes. » La compréhension se dessina lentement sur le visage de Sarah. « Vous pensez que… » »« Je pense que mon grand-père pourrait aussi avoir été le grand-père de votre mari, » dit Robert calmement. « Ce qui ferait de nos enfants des cousins lointains, » murmura Sarah, la main sur la bouche. « Voilà pourquoi l'enzyme fonctionne entre eux. Ils sont de la même famille. » La révélation resta suspendue entre eux. Un étrange coup du sort, reliant deux branches d'un même arbre généalogique, séparés depuis des générations par la fortune, le statut et le secret. Dans leur chambre, Émilie remua, cherchant instinctivement la main de Nathan dans le noir. Endormis, les enfants se trouvèrent, et leurs respirations s'accordèrent, tandis que les moniteurs enregistraient la mystérieuse harmonie biologique qui les unissait. Derrière la vitre, Victoire observait la scène, son visage indéchiffrable. Son téléphone vibra, le nom d'Henri s'afficha. « As-tu enfin retrouvé la raison ?» gronda son père lorsqu'elle répondit. Victoire regarda son fils dormir paisiblement, ses doigts mêlés à ceux d'Émilie. « Oui, dit-elle enfin, je crois que oui. » Elle mit fin à l'appel, le cœur apaisé. Quelle que soit la portée de cette découverte génétique, quels que soient les soi-disant les risques pour les affaires, sa famille venait de s'agrandir d'une manière qu'elle n'aurait jamais imaginée. Et, contre toute attente, Victoire découvrit en elle la place pour une petite fille qui avait tout changé. Le matin de Noël se leva clair et lumineux, le soleil inondant les vitres de l'hôpital.
Émilie fut la première à se réveiller, submergée par l'excitation du jour. Elle donna un petit coup du doigt sur l'épaule de Nathan. « Nathan, c'est Noël !» Nathan remua, clignant des yeux derrière ses lunettes. « Quelle heure est-il » demanda Nathan, encore à moitié endormi. « C'est l'heure du présent » déclara Émilie avec une conviction absolue. Leur éclat de rire réveilla Sarah, qui dormait sur la chaise pliante. Elle sourit en voyant l'enthousiasme de sa fille, la première véritable joie qu'elle avait vue depuis des mois. « Joyeux Noël, mon trésor !» dit-elle en embrassant le front d'Émilie. À son grand soulagement, sa peau était fraîche, non plus brûlante comme elle l'avait été si longtemps. Robert et Victoire arrivèrent tôt, habillés simplement, mais les bras chargés de cadeaux. Derrière eux, un aide-soignant poussait un chariot débordant de mets. Pas de nourriture d'hôpital, mais un festin préparé par le chef personnel des Moreau. Des crêpes en forme de sapin de Noël, des fruits frais, du chocolat chaud dans des tasses festives. « Maman, papa, regardez !» s'exclama Nathan. « Je vois les crêpes, je peux dire qu'elles ont la forme d'arbres ?» Robert se précipita à ses côtés, le cœur battant. « Quoi d'autre peux-tu voir ?» Nathan balaya la pièce du regard. Les décorations rouges et vertes, le petit sapin violet d'Émilie. « Et toi, Émilie ?» ajouta-t-il en se tournant vers son ami. « Je vois mieux ton sourire aujourd'hui. » Le docteur Collins entra, incapable de dissimuler sa joie en ce jour particulier. « Joyeux Noël à tous! J'ai des résultats de tests qui pourraient bien être des cadeaux à eux seuls. » Les adultes se rassemblèrent autour de lui pendant que les enfants savouraient leur petit déjeuner. Les derniers scanners d'Émilie montrent une réduction de 30% de la masse tumorale, annonça Collins, la voix chargée d'émotion. Le cancer répond au traitement à un rythme sans précédent. Sarah serra le bras du médecin, émue. « Et Nathan ?» demanda Robert. Sa vision continue de s'améliorer. La production d'enzymes s'est stabilisée chez les deux enfants. Nous ignorons encore le mécanisme exact, mais la connexion génétique découverte hier pourrait l'expliquer. Victoire, informée de cette parenté possible, hocha pensivement la tête. Donc, ils sont vraiment liés? Très probablement, confirma Collins. Des cousins éloignés, partageant suffisamment de matériel génétique pour provoquer cette compatibilité biologique exceptionnelle. Robert observa les enfants rire ensemble. Les traits aristocratiques de sa famille se devinaient subtilement sur le visage d'Émilie. La forme de ses yeux, la fermeté de son menton, même son humour irrévérencieux lui rappelaient celui, légendaire, de son grand-père. « Est-ce que ça change quelque chose ?» demanda soudain Sarah, remarquant son regard. « Cette histoire de famille, est-ce que ça modifie la façon dont on agit ?» « Pas médicalement, » assura Collins. Mais cela pourrait expliquer pourquoi cette enzyme fonctionne spécifiquement entre eux. La journée se déroula dans une joie qu'aucun d'eux n'aurait osé espérer quelques semaines plus tôt. On ouvrit les cadeaux, on regarda des films de Noël, et même une courte sortie supervisée dans le jardin enneigé de l'hôpital fut autorisée. Émilie, emmitouflée dans les vêtements chauds offerts par Victoire, fabriqua un minuscule bonhomme de neige, pendant que Nathan décrivait la blancheur de la neige, le vert des sapins, toutes les couleurs qu'il pouvait à nouveau distinguer. Le soir venu, épuisés mais heureux, les enfants furent recouchés dans leur lit d'hôpital. Émilie serrait dans ses bras l'ourson violet que Victoire lui avait offert, tandis que Nathan portait l'écharpe tricotée à la main par Sarah. « Le meilleur Noël de tous les temps !» déclara Émilie d'une voix ensommeillée. « Même à l'hôpital ?» demanda Nathan. « Surtout à l'hôpital », répondit-elle avec la logique des enfants de 7 ans. « On a guéri pour Noël. Qu'est-ce qu'il y a de mieux que ça ?» Une fois les enfants endormis, les adultes se retrouvèrent dans le bureau du docteur Collins. L'atmosphère de fête s'effaça, laissant place au sérieux des décisions à venir. « L'amélioration d'Émilie est remarquable », commença Collins. « Mais nous ne sommes pas encore tirés d'affaire. Le cancer a été agressif. Même s'il réagit bien pour l'instant,
Nous devons poursuivre le protocole. Pendant combien de temps? Demanda Sarah. Au moins 3 mois de thérapie intensive, répondit Collins. Et Nathan doit rester proche d'elle. Leur proximité demeure un facteur crucial. Victoire, silencieuse jusque-là, prit soudain la parole. Ils resteront chez nous. 3 visages stupéfaits se tournèrent vers elle. Nous allons transformer la suite d'amis de l'aile Est, poursuivit-elle avec son efficacité coutumière. 2 chambres, un salon pour Sarah, et tout près de la chambre de Nathan. Le docteur Collins pourra y installer une salle de traitement. Robert la regarda, bouleversé, découvrant en elle une femme qu'il ne connaissait pas encore. « C'est très généreux », balbutia Sarah, submergée par l'émotion. Victoire fit un geste pour minimiser. « C'est logique, les enfants vont mieux ensemble, et ainsi, Nathan pourra reprendre ses études pendant qu'Émilie poursuit son traitement. » Ce qu'elle ne dit pas, c'est que quelque chose avait changé en elle. La petite fille malade, si courageuse malgré tout, avait fissuré des décennies de froideur et de réserve héritées de la famille de Moreau-Dupont. Robert prit doucement la main de sa femme. « Je vais tout organiser. »« C'est déjà fait, » répondit Victoire avec un léger sourire, écho de son ancienne assurance. Henri envoie demain son équipe de designers personnels. Ils sont spécialisés dans les rénovations express. Sarah semblait déconcertée par ce tournant inattendu. « Je ne sais pas quoi dire. »« Dis oui, » l'encouragea Robert avec douceur. « Laisse-nous t'aider. » Plus tard dans la soirée, seul dans le couloir de l'hôpital, Robert confronta sa femme. « C'est une transformation incroyable, Victoire. La semaine dernière encore, tu étais prête à me faire révoquer de mon poste de PDG pour avoir aidé Émilie. » Victoire lissa une ride invisible sur son pull en cachemire. « Oui, eh bien, les choses changent, » répondit-elle après un moment d'hésitation. « Cette petite fille, elle fait partie de la famille, n'est-ce pas? Et la famille prend soin des siens. Même de la famille que tu ne savais pas exister avant hier, » insista Robert. La façade de Victoire se fissura légèrement. « Je t'ai vu, Robert. Toutes ces semaines, te battre pour les 2 enfants. Je t'ai vu devenir l'homme que j'ai toujours cru que tu pouvais être. » Elle se redressa avec élégance. Et puis, Henri a déjà retiré son opposition au conseil. Apparemment, avoir une arrière-petite-fille est plus séduisant qu'il ne l'imaginait, même si elle vient, comme il dit, du mauvais côté de la voie ferrée. Robert éclata d'un rire incrédule. Henri approuve tout ça. Oh, il a déjà créé un fonds en fiducie pour les études d'Émilie, confirma Victoire avec un mince sourire. Et il l'appelle Plucky, la petite courageuse. Dans la chambre des enfants, inconscients des plans des adultes, Émilie et Nathan dormaient profondément. Leurs mains s'étant retrouvées, comme toujours, à mi-chemin entre leurs lits. Les moniteurs enregistraient de la synchronisation familière de leur constante vitale. Battements de cœur alignés, respiration coordonnée. La mystérieuse connexion entre cousins éloignés poursuivait son œuvre silencieuse de guérison. La nuit de Noël enveloppait l'hôpital. La neige tombait doucement dehors, tandis qu'à l'intérieur, une famille se recomposait autour d'un miracle inattendu. Non seulement médical, sauvant 2 enfants, mais humain, réunissant des branches d'un même arbre séparées depuis des générations par les secrets et le hasard. Le lendemain apporterait son lot de défis. Le déménagement d'Émilie au domaine des Moreau, la poursuite de son traitement et l'intégration de Sarah dans un foyer qu'elle n'aurait jamais imaginé rejoindre. Mais cette nuit-là, dans le calme de Noël, il n'était rien d'autre qu'une famille, inattendue, imparfaite, mais étrangement à sa juste place. Le soleil printanier inondait les fenêtres de l'aile est du domaine Moreau, désormais surnommé par le personnel le royaume d'Émilie. 4 mois s'étaient écoulés depuis Noël, 4 mois de traitement, de lente guérison et d'union entre 2 mondes autrefois opposés. Émilie se tenait devant son chevalet dans la véranda,
son pinceau glissant avec assurance sur la toile. Ses cheveux repoussaient, formant un léger duvet brun sur son crâne autrefois nu. À côté, Nathan jouait une mélodie simple au piano, ses yeux suivant nettement les notes sur la partition. « C'est faux », fit remarquer Émilie sans lever les yeux. « Tu as raté le fa dièse. » Nathan leva les yeux au ciel. « Tout le monde se prend pour un critique », grommela-t-il, avant de corriger la note avec un sourire. Il savourait encore le simple fait de voir la musique, de distinguer les lignes et les espaces sur la page. Dans le salon attenant, Sarah parcourait des dossiers médicaux. Son nouveau poste de coordinatrice des actions communautaires à l'Institut Moreau l'occupait pleinement, mais lui apportait aussi un sentiment d'accomplissement. Le passage de femme de ménage à responsable de santé publique avait été vertigineux, mais bienvenu. La porte s'ouvrit sur Robert et Victoire, revenant d'une réunion du conseil. Victoire se dirigea aussitôt vers le chevalet d'Émilie. « Ta perspective s'améliore », nota-t-elle du ton qu'elle réservait d'habitude aux artistes professionnels de sa fondation. « Mais fais attention à ton contrôle du pinceau dans les petits détails. » Émilie acquiesça sérieusement, ajoutant des touches précises à sa toile. Une peinture colorée, représentant Nathan au piano, vue par quelqu'un qui savait ce que signifiait voir. « Comment s'est passée la réunion ?» demanda Sarah en posant ses dossiers. « Productive », répondit Robert. Le conseil a approuvé, à l'unanimité, la création de la nouvelle aile d'oncologie pédiatrique. Les travaux commenceront le mois prochain. « Et le nom ?» demanda Victoire avec une douceur inhabituelle. Robert sourit. Le centre de traitement Émilie Marchand figure désormais sur les plans officiels. Émilie leva la tête stupéfaite. « Ils donnent mon nom à un bâtiment ?» « À tout un centre médical », rectifia Nathan avec fierté. « Parce que c'est grâce à toi qu'ils ont découvert le traitement enzymatique. » L'enzyme qui avait rendu la vue à Nathan et aidé à combattre le cancer d'Émilie était devenu le sujet central de recherches intenses. Le Dr Collins et son équipe en avaient isolé les propriétés, découvrant des applications dépassant de loin le cas des 2 enfants. Les premiers essais cliniques débuteront en juin, expliqua Robert. 20 jeunes patients atteints de différents cancers. Le Dr Collins pense que ce protocole pourrait révolutionner l'immunothérapie. Sarah secoua la tête, incrédule. Il y a 1 an, elle peinait à payer son loyer tout en regardant sa fille s'éteindre. À présent, elle vivait dans un manoir. Et un miracle portait désormais leur nom. Émilie était en rémission, et désormais, le nom de sa fille ornerait un centre médical, appelé à sauver d'innombrables vies. « Émilie, Nathan, c'est l'heure de vos examens », appela infirmière Madeleine, qui avait quitté l'hôpital pour superviser les soins des enfants au domaine. Bien que les traitements d'Émilie fussent désormais plus espacés, tous 2 nécessitaient encore un suivi régulier. « À la course !» lança Émilie en laissant tomber son pinceau avant de filer vers la salle de traitement. Nathan la suivit, tenant facilement la cadence, sa vue désormais presque totalement rétablie. Les dernières traces de son obscurité de naissance avaient disparu devant l'enzyme miraculeuse portant la signature génétique d'Émilie. Tandis que les adultes les regardèrent s'éloigner, Henri Moreau, appuyé sur sa canne, apparut sur le seuil, l'air plus alerte qu'il ne l'avait été depuis des années. « Comment vont mes 2 arrière-petits-enfants préférés ?» demanda-t-il, sa voix rauque adoucie par une véritable tendresse. Victoire embrassa la joue de son père, bruyant, têtu et plein de vie. Henri hocha la tête d'un air approbateur, comme il se doit pour des Moreau et des Dupont. Sarah trouvait toujours la présence d'Henri intimidante, mais il avait fait de sincères efforts pour l'accueillir au sein de la famille élargie. Son mépris initial s'était mué en un respect prudent pour cette femme qui avait élevé, selon ses mots, une petite fille au caractère bien trempé. « Les papiers légaux sont arrivés ce matin », annonça Henri.
Émilie figure désormais officiellement sur notre arbre généalogique, avec tous les avantages et protections qui en découlent. Les tests ADN avaient confirmé ce que tous soupçonnaient. Émilie était bien la cousine au second degré de Robert, arrière-petite-fille de Moreau père, née d'une liaison non reconnue à l'époque où il travaillait dans les mines du Nord. La révélation avait secoué la haute société, mais la fortune Moreau-Dupont avait su apaiser le scandale. « Sarah, demanda doucement Robert, es-tu à l'aise avec tout cela? Nous pouvons toujours y aller plus progressivement si tu préfères. » Sarah regarda autour d'elle. Cette maison devenue son foyer, ces gens devenus sa famille. « Émilie mérite de connaître son histoire, répondit-elle simplement. Toute son histoire. Le soir venu, toute la famille se réunit sur la terrasse pour dîner. Une nouvelle tradition qui unissait désormais leurs deux mondes autrefois si éloignés. Émilie et Nathan se chamaillaient gentiment pour la dernière brioche, tandis que Victoire ordonnait discrètement au personnel d'en apporter d'autres. « J'ai une annonce », déclara le docteur Collins, levant son verre d'eau. Invité pour le dîner, il venait partager les dernières avancées de ses recherches. La thérapie enzymatique a été approuvée pour des essais élargis. 10 hôpitaux à travers le pays vont y participer. Des acclamations éclatèrent autour de la table. Sous la nappe, Robert serra la main de Sarah, un geste de triomphe partagé devenu presque naturel entre eux. Et, poursuivit Collins avec un sourire en direction d'Émilie, « Tes derniers examens sont parfaits. Tu es officiellement en rémission. » Émilie bondit sur sa chaise. « Ça veut dire que je peux aller dans une école normale à la rentrée avec Nathan? »« Je le crois bien, » confirma Collins. « Tu auras encore des contrôles réguliers, » rappela Sarah, le visage illuminé de joie. « Je sais, maman, » soupira Émilie en levant les yeux au ciel. « Mais je serai enfin normale. »« Tu n'as jamais été normale, » la taquina Nathan. « Tu es la fille qui m'a craché du savon dans les yeux. »« Et tu devrais m'en remercier, » répliqua Émilie. « Sinon tu te cognerais encore dans les murs. » Le rire se propagea autour de la table. Robert se leva, levant son verre. À la famille, trouvée dans les endroits les plus inattendus. Au miracle, ajouta Sarah avec douceur. Au savon et à la salive, lança Émilie avec malice, provoquant un éclat de rire choqué chez Victoire et un grand rire sonore chez Henri. Sous la table, Nathan chercha la main d'Émilie et la serra doucement. Dans cette manière silencieuse et complice qu'ils avaient développée au fil des longues nuits passées à l'hôpital, le lien entre eux demeurait non seulement biologique, celui qui les avait sauvés tous les deux, mais aussi ce lien plus profond, né de deux enfants qui avaient affronté les ténèbres ensemble pour en ressortir dans la lumière. Alors que les étoiles commençaient à scintiller au-dessus d'eux, Émilie leva le doigt, excitée. « Regarde, Nathan, tu les vois, les étoiles !» Nathan leva la tête, les yeux clairs et brillants. « Chacune d'entre elles, » répondit-il. « Elles sont encore plus belles que tu les avais décrites. » Émilie sourit, triomphante. « Je te l'avais bien dit. » Autour d'eux, leur famille nouvellement formée observait la scène avec une joie silencieuse. Témoin d'un miracle né d'un acte de bonté enfantine et désespéré qui avait conduit à une guérison dépassant largement le destin de deux enfants. Sarah croisa le regard de Robert de l'autre côté de la table, échangeant avec lui un regard empreint d'émerveillement devant le chemin parcouru. Victoire le remarqua et, dans un geste qui aurait été impensable quelques mois plus tôt, posa affectueusement la main sur l'épaule de Sarah. « Bienvenue dans la famille », dit-elle simplement. Dans toute sa réalité, le bon, le compliqué et parfois le complètement fou. Comme pour souligner ses paroles, Émilie se lança dans un récit théâtral sur le nom de chacun des poissons de l'immense aquarium du manoir, avec des imitations si drôles de M. Grognon le poisson qu'Henri lui-même dut essuyer des larmes de rire. La vie n'était pas parfaite. Il y aurait encore des rendez-vous médicaux, des ajustements,
et parfois des heures entre deux mondes longtemps séparés. Mais quelque chose de profond s'était réparé ici. Quelque chose qui dépassait la simple guérison physique, touchant jusqu'à l'âme d'une famille qui venait de se redécouvrir à travers les yeux de deux enfants extraordinaires. Au-dessus d'eux, les étoiles continuaient d'apparaître dans le ciel assombri, toutes désormais visibles pour un garçon qui avait autrefois vécu dans l'obscurité, et infiniment précieuses pour la fillette qui lui avait appris à les voir.